Imaginons un instant la scène, se projeter à Paris, disons entre 1789 et 1792. Une période de chaos absolu, oui. Voilà, un vent de révolte historique souffle sur le pays. Et il y a une œuvre intellectuelle, un texte bien précis qui semble dominer absolument tous les débats. Le fameux contrat social. Exactement. Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est lu, c'est cité, c'est même scandé à tous les coins de rue. Des figures politiques de premier plan, comme Jean-Paul Marat par exemple, s'en emparent pour exalter une idée très précise. La libération de l'individu face à des siècles d'oppression monarchique. C'est ça, à ce moment-là, c'est vraiment perçu comme le manifeste ultime de la liberté individuelle, quoi. Le message paraît super limpide. Mais, et c'est là que l'histoire intellectuelle donne un peu le vertige, le basculement qui s'opère quelques années plus tard est incroyable. En 1793, en pleine terreur, ce même livre est brandi avec la même ferveur par les Jacobins. Ouais, sauf que cette fois-ci, ça sert à justifier l'exact opposé. C'est fou, non? La suppression de la liberté individuelle, la centralisation absolue du pouvoir et le sacrifice de milliers de vies pour la survie de l'État. L'histoire offre rarement un tel grand écart. C'est d'ailleurs ça qui rend l'analyse de ce texte incontournable. Edmund Burke, le philosophe britannique, qui était un critique très acerbe de la Révolution, avait parfaitement vu cette trajectoire paradoxale. Il accusait Rousseau d'être le moteur de tout ça, c'est ça? Absolument. Dès le début, Burke dit que la philosophie de Rousseau a d'abord servi de solvant. Elle a désintégré les structures de la France pour la réduire à un amas de molécules individuelles, des citoyens complètement isolés. Des molécules déracinées, oui. Voilà. Et du coup, comme la société s'est retrouvée atomisée, il a fallu ériger un État totalitaire pour maintenir ces molécules ensemble. Un système où l'individu n'est plus rien. Cette bascule conceptuelle pose vraiment une question fascinante pour quiconque s'intéresse aux idées. Comment un seul traité a pu fournir les munitions à deux visions aussi opposées? C'est toute la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Et c'est un sacré défi. Grave. Et on précise d'emblée que notre démarche, c'est de disséquer ça objectivement, pas de prise de parti. Pour comprendre cette mécanique, on va se plonger dans l'imposante introduction de C. Vaughan, publiée en 1918 pour son édition du Contrat social. Le travail de Vaughan est hyper précieux en fait. Il s'attaque direct à ce qui ressemble à une faille béante chez Rousseau. Parce que Rousseau, c'est le gars de la bonté naturelle, non? Exactement. Il est mondialement connu pour avoir théorisé que l'homme naît bon. On le voit dans Émile ou dans le discours sur l'inégalité. Donc la question c'est comment ce type peut exiger une soumission aussi totale et aveugle de l'humain à une entité étatique? C'est clair qu'à première vue, on se heurte à un mur. Soit l'humain est bon et on le laisse libre, soit il est mauvais et on l'enferme. Vouloir célébrer son innocence et forger ses chaînes en même temps, c'est absurde, quoi. Ça ressemble à une erreur de débutant. Mais Vaughan démontre que cette contradiction disparaît quand on pige le vocabulaire de Rousseau. Le cœur du truc, c'est la distinction radicale qu'il fait entre deux mots qu'on confond tout le temps, la société et l'État. D'accord. Donc, la société pour lui, c'est pas l'État. Pas du tout. Pour Rousseau, le simple fait que des humains se regroupent, fassent du commerce, interagissent spontanément, sans loi suprême, c'est ça, la société. Et cette société, c'est la tragédie de l'humanité. Ah, carrément. Jalousie et l'égoïsme. C'est là que les plus forts finissent par asservir les plus faibles. Mais du coup, l'état de nature dont il fait l'éloge, c'est pas la tribu primitive sympa autour d'un feu de camp, hein. Ah non, pas du tout. L'état de nature chez Rousseau, c'est presque infrahumain. L'homme naturel, c'est un promeneur solitaire dans une forêt immense. Il dort, il mange, il croise presque personne. Il est complètement isolé, en fait. Totalement. Il n'a pas de langage complexe, pas de projection dans l'avenir. Son seul trait rédempteur, ce qui le rend bon, c'est juste une pitié instinctive. Il n'aime pas voir un autre animal souffrir. Mais c'est pas une morale active, quoi. Voilà, c'est juste l'absence de la malveillance qui viendra plus tard avec la société. Bon, décortiquons un peu tout ça. Ça veut dire que le regroupement humain, c'est comme un poison. C'est une maladie dégénérative. Et face à ça, l'État n'est pas un oppresseur arbitraire. Non, c'est le remède. C'est ça, c'est comme si l'État, avec ses règles strictes, était le seul antidote puissant capable de stopper ce poison social. Le but du contrat social, c'est d'arracher les gens à cette dépendance toxique envers leurs voisins. Tu as tout à fait raison. En rendant chaque citoyen dépendant uniquement de la loi, on l'empêche de dépendre d'un autre être humain. Substituer la dépendance aux hommes par la dépendance aux lois.
C'est hyper puissant comme idée. C'est le moteur même de sa pensée. Sans loi, c'est une guerre froide permanente. Mais pour que ce remède de cheval fonctionne, il faut que le contrat soit fondé sur des règles d'une sévérité absolue. Et c'est là que Vaughan montre la rupture de Rousseau avec les autres grands philosophes. Oui, parce que l'idée du contrat social, c'est pas lui qui l'a inventée. Avant 1762, des Anglais avaient déjà posé de sacrées bases. Comment il se positionne par rapport à un Thomas Hobbes ou un John Locke, par exemple? La confrontation est vertigineuse, franchement. Prenons Hobbes. Pour lui, l'état de nature, c'est l'enfer, la guerre de tous contre tous. Donc sa solution, c'est la sécurité à tout prix. Exactement. Le contrat de soumission. Les individus, terrorisés, donnent tout leur pouvoir à un souverain absolu, le fameux Léviathan. On échange la liberté contre la survie. Voilà. Et à l'opposé, on a Locke. Lui, c'est un contrat beaucoup plus souple. Les hommes ont déjà des droits naturels et ils ne cèdent à l'État qu'une toute petite partie de leur pouvoir, juste pour protéger la propriété et régler les conflits. L'état veilleur de nuit, quoi. L'individu garde un max de liberté. Du coup, on pourrait se dire que Rousseau, amoureux de la liberté, penche vers Locke. Eh bien, pas du tout. Le rejet de Locke est viscéral. Ah bon? Oui, Vaughan résume la critique de Rousseau par une formule glaçante. Le système de Locke, c'est « laisser faire, laisser mourir ». Waouh! Laissez mourir. Bah oui, parce que si on garde nos droits naturels dans la société et que l'État n'intervient pas, la liberté de contrat devient la liberté d'exploiter. Le propriétaire affamera le paysan, le fort asservira le faible. Donc Rousseau rejette la tyrannie de Hobbes, mais aussi le libéralisme de Locke. Totalement. Ce qui nous amène à sa recette à lui. Pour empêcher cette exploitation, il demande, et là c'est du lourd, l'aliénation totale de chaque associé, avec tous ses droits à la communauté. Absolument tout, ouais. Priorité, non? Comment il justifie que cette reddition totale est le seul chemin vers la liberté? C'est une peur super légitime. L'astuce, en fait, elle est dans l'entité à laquelle on se rend. On ne se rend pas à un monarque ou à une élite. Dans l'acte d'association, chaque citoyen se donne à tous. Donc, il ne se donne à personne en particulier. C'est la phrase clé. L'individu devient partie intégrante d'un nouvel organisme. Rousseau parle carrément d'un moi commun, d'un corps moral et collectif. Le changement est existentiel. Le passage de la forêt à la cité, c'est une mutation de l'espèce en fait. Oui, l'homme perd son statut d'animal stupide et borné pour devenir un être de raison. L'instinct est remplacé par la justice. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Contrairement à l'individualisme, Rousseau dit que sans l'État, il n'y a pas de morale possible. Sans l'État, pas de bien ni de mal, juste de la survie. C'est un peu comme une chorale, non hein? Individuellement, à l'état de nature, on est juste des voix isolées qui crient dans le désert. J'aime bien cette image. Le contrat social rassemble ces voix et leur impose une partition stricte. On perd le droit de chanter n'importe quoi, mais ensemble, grâce à la loi, on crée une harmonie incroyable. Ce moi commun, c'est cette chorale. C'est une super analogie et ça mène direct au concept le plus débattu de Rousseau, la volonté générale. C'est ça la partition. Et c'est pas juste un vote à la majorité, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. C'est pas la somme des désirs égoïstes. C'est ce qui ressort quand les citoyens délibèrent en pensant uniquement au bien commun. Et pour que ça marche, Rousseau interdit toute société partielle. Pas de parti politique, pas de lobby. Rien. Parce que ces groupes corrompent la réflexion. Le citoyen doit réfléchir seul à ce qui est bon pour le tout. Et cette volonté générale, elle se matérialise par la loi. Mais là encore, il y a une condition mathématique d'équité, non? Le critère absolu. Une loi doit émaner de tous les citoyens et s'appliquer indistinctement à tous. On ne peut pas viser une personne ou un groupe spécifique. C'est ça le bouclier contre l'oppression. Voilà. Si on vote un impôt, tout le monde le paie. Si on restreint une liberté, elle est restreinte pour tous. Donc c'est irrationnel de voter une loi tyrannique parce que tu devras porter tes propres chaînes. Sur le papier, c'est d'une élégance absolue. Mais bon, face à la réalité, l'humain reste faillible, égoïste. Comment un truc aussi pur s'incarne dans la boue du monde réel? Rousseau lui-même avait de gros doutes là-dessus, tu sais. Vaughan souligne à quel point Montesquieu l'a influencé. Montesquieu, c'est celui avec le climat et les institutions. Exactement. Il disait que les lois dépendent de la géographie, de l'histoire, du sol. Rousseau intègre ça. Il comprend que son système de démocratie directe, où tout le peuple s'assemble pour voter les lois, Ça ne peut pas marcher dans un grand pays comme la France. impossible. Ça ne marche que dans des tout petits États pauvres comme sa Genève natale ou la Corse. Ce qui explique son mépris pour la représentation politique. Déléguer son pouvoir à des élus, pour lui, c'est renoncer à sa citoyenneté. C'est ça? C'est le mot.
La souveraineté ne se représente pas. Les députés ne sont que des commis, ils ne décident rien sans le peuple. Mais même dans un petit État, les lois ne suffisent pas si les citoyens ne sont pas attachés au moi commun. Il faut une colle extra forte. Et c'est pour ça qu'en 1766, au dernier moment, il ajoute un chapitre super controversé, la religion civile. Ah, ce fameux chapitre. C'est fascinant parce qu'il évalue toutes les religions historiques sous un angle purement utilitaire pour l'État, non? Totalement. Il regarde si ça renforce ou si ça divise. D'abord, les religions païennes de l'Antiquité. Très bonnes pour le patriotisme, mourir pour la patrie devient un martyr. Mais il les rejette quand même. Oui, parce qu'elles rendent les peuples sanguinaires et intolérants. Ensuite, il regarde le christianisme originel, celui des évangiles. Très pur moralement, je suppose. Sublime, dit-il, mais un poison politique. Ça détache le citoyen des affaires terrestres. Un peuple chrétien se ferait asservir par le premier tyran sans broncher, parce que seule la vie après la mort compte. Et alors la troisième catégorie, le catholicisme de son époque? La pire des configurations, selon lui. La religion du prêtre. Ça soumet les gens à deux chefs, deux patries. L'État d'un côté, le pape de l'autre. Ça déchire la loyauté du citoyen. Impossible d'être dévoué à 100% à la République. Du coup, sa solution, c'est de fabriquer une religion sur mesure. C'est ça, la religion civile. Des principes très simples. Un Dieu bienfaisant, une vie après la mort avec des récompenses et des punitions. Et surtout, la vénération du contrat social. C'est le dogme central. Les lois sont sacrées et l'intolérance théologique est interdite. Bon, vu comme ça a l'air d'une tentative sympa pour créer du patriotisme. Mais il y a un détail terrifiant à la fin de ce chapitre, non? La sanction, oui, c'est le point de non-retour. L'auteur qui dit « L'homme est né libre » termine par instaurer la peine de mort pour un athée. C'est glaçant, oui. En fait, Rousseau dit que l'État ne peut pas forcer quelqu'un à croire. On peut bannir un incroyant, pas comme impie, mais comme asocial. Mais la vraie horreur, c'est l'hypocrisie. Voilà. Si un citoyen a reconnu publiquement ses dogmes, mais se comporte comme s'il n'y croyait pas, Il doit être puni de mort. pour avoir menti devant les lois. C'est la violence conceptuelle absolue. Pour garantir la pureté du corps social, on justifie l'élimination physique. C'est exactement l'arme que Robespierre a saisie pendant la Terreur, en fait. Le fameux culte de l'être suprême, en 94, une déviation idéologique devenait une haute trahison, passible de la guillotine. Et c'est la faiblesse mortelle du raisonnement de Rousseau que Vaughan pointe du doigt. Sa méfiance maladive du désaccord. Il voulait une unanimité parfaite, et en forçant les hommes à être libres sous le seul mât de l'État. Il a écrit le mode d'emploi du totalitarisme. C'est un paradoxe tragique. De la méfiance absolue envers la société spontanée, on arrive à la construction d'un léviathan conceptuel prêt à broyer ceux qui chantent faux dans la chorale. Une trajectoire intellectuelle assez effrayante quand on y pense. C'est sûr. Et au terme de cette analyse, une réflexion contemporaine s'impose pour quiconque regarde notre époque. Si on suit Rousseau et qu'une démocratie ne peut survivre sans une colle sociale, sans religion civile imposée par le haut, c'est quoi notre lion aujourd'hui? C'est la grande question. Sur quoi repose notre propre moi commun? Est-ce qu'on est simplement devenu cet amas de molécules dispersées que redoutait Burke, juste unis par l'habitude de consommer les uns à côté des autres? Ou est-ce qu'à la prochaine grande crise, la tentation de réimposer un dogme inflexible refera surface? Une question fascinante à méditer, qui prouve bien que les débats de 1789 résonnent encore très fort.